C'est l'heure du sonneur. On a beaucoup de cloches aujourd'hui, elles veulent pas partir. Et je parle pas de mes deux invités évidemment. Bonjour Alexandre Langlois, bonjour Régis de Castelnau, comment allez-vous ? Moi, je vais bien. Je suis fidèle au poste. Et Alexandre aussi, mais il semble qu'il a un problème de sang, non? On va voir, oui, en effet, on a l'impression qu'il a été Mais censuré par la... il nous entend, mais il n'a pas de retour. Enfin, Ouais. nous, on ne l'entend pas. On Mais va le ça va venir, récupérer. ça va On venir. va le Oui, bien récupérer, ne sûr. vous inquiétez pas. Il arrive de la technique. Malo transpire un peu, mais il va s'en occuper. Et nous, on va le laisser travailler tranquillement. On va commencer. Alors, Régis de Castelnau, je rappelle, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique. Alexandre Langlois nous rejoindra. Notre chroniqueur police qu'on a déjà reçu cette semaine et auteur de SCI, la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Alors, pour commencer, nous allons revenir un peu sur l'actualité, on va dire, de la semaine internationale. Élection de Vladimir Poutine, 87,28%, si j'ai bien pris les derniers chiffres, des votes donc pour le président russe. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est tout l'accueil qu'on a fait, nous, ici en France, sur ce vote. Et puis sur le fait qu'évidemment, c'était un vote sûrement poussé, truqué, vote électronique. Le vote électronique permet de la fraude électorale. Alors c'est intéressant parce qu'on ne s'était pas forcément posé ces questions-là pour les Américains. Et puis on a aussi notre petit journaliste reporter, on a presque envie de dire reporter de guerre. On m'entend ou pas ? Alors oui, on vous entend. Pardon, Bonjour, excusez-moi, c'était le petit message de l'autre côté, excusez-moi. Bon, non, bah, mais parfait. pas de Excuse-moi Clémence. souci, on vous entend très bien et bienvenue ici en direct. Alors donc voilà, on était sur l'actualité russe et je vais commencer par le sujet un peu annexe mais que je trouve amusant et je trouve ça sympa de commencer par ça le jeudi avec vous. Notre journaliste qui s'appelle, je ne sais plus comment, Normand, en tout cas son nom de famille, reporter pour BFM en Russie, et qui se prend un peu pour un reporter de guerre. Voilà, il est au fin fond de là où tout est interdit, où il peut tomber en prison à n'importe quel moment. Regardez un des extraits d'une de ses interviews, il en a fait beaucoup là-bas, et il est en direct quasiment tout le temps en ce moment depuis la Russie. Regardez le moment où il se fait arrêter par la police russe. C'est-à-dire que nous donnons la parole à des gens qui nous disent votez pour Vladimir Poutine, mais ceux qui nous disent le contraire, ceux qui pensent l'inverse, il est beaucoup plus difficile pour eux de s'exprimer librement et évidemment devant notre caméra parce qu'on est aussitôt identifié comme une télé hostile au pouvoir. Et puis voilà, le nombre de policiers autour de moi ne cesse d'augmenter. Je vais me permettre, sans provocation bien sûr, mais de panoter un tout petit peu si Étienne Grelet le veut bien. Il ne s'agit pas de provocation, il s'agit juste de vous rendre compte de la façon dont nous, journalistes occidentaux, pouvons ou ne pouvons pas toujours correctement travailler ici. Voilà, le fourgon est ouvert. Bon, je ne sais pas s'ils vont nous inviter à entrer ou pas dedans. On va essayer de pouvoir continuer à faire notre travail. On est là pour ça, on le fait dans le bon droit et on respecte évidemment. Et voilà, et ces messieurs, bon, vous le voyez. Pardon, je vous tiens un petit peu à l'antenne, mais voilà, tout rentre dans l'ordre. Je pense que les vérifications ont été bien menées grâce à notre fixeur que je remercie. Voilà, nous pouvons quand même travailler. J'espère que la lumière allumée en face de moi et le direct jouent en notre faveur. Je ne veux pas vous garder à l'antenne plus longtemps. C'est cafouilleux tout ça, mais c'est parce que ça vient de la Russie certainement. Alors, notre reporter de BFM, en tout cas, qui raconte comment il a failli se faire arrêter le fourgon ouvert par la police. Finalement, tout s'arrange. C'est ça qui est assez amusant, c'est qu'il veut faire vivre le truc en direct, mais évidemment, tout s'arrange très bien en montrant ses papiers. Et puis, une autre commentatrice, toujours sur BFM d'ailleurs, mais qui est elle-même rédactrice en chef de RFI en langue russe. Elle revient sur les élections elles-mêmes. Elle dit les élections ne sont jamais régulières depuis une quinzaine d'années en Russie. Écoutez ça. Non, l'élection n'est jamais régulière depuis plus d'une quinzaine d'années et je dois dire que dans le passé, nous avons été surpris par la capacité, la vitesse avec laquelle, par exemple, Nicolas Sarkozy s'était empressé de féliciter Vladimir Poutine pour sa réélection, quand d'autres leaders comme Angela Merkel avaient au contraire souligné les nombreuses violations de tout le processus électoral auquel on avait assisté. Les urnes sont bourrées, on voit très régulièrement des systèmes de bourrage, on emmène les fonctionnaires voter de manière forcée, on les fait voter parfois plusieurs fois, ce qu'on appelle des carrousels, et puis surtout maintenant il y a un grand système de vote à distance, de vote électronique, et de plus en plus c'est à ce niveau-là que les falsifications interviennent.
Voilà, donc vous comprenez, en tout cas, l'accueil, on va dire très mesuré, très méfiant, de la France, de l'Occident, vis-à-vis de ces votes russes, et avec, ces aventures, de reporters sur place. Alors, pour réagir, Régis et Castelnau, je vous donne la parole en premier. Alors, bon, j'ai entendu, ça y est, j'ai de nouveau oublié son nom, la femme Méduse, un peu comme Isabelle Lasserre du Figaro, qui sont des hystériques russophones. C'est assez impressionnant. Elsa Vidal, On a eu la femme Crapaud aussi sur les plateaux. Enfin, moi, je les écoute plus depuis longtemps. C'est pas intéressant. Moi, je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est qu'on n'a pas beaucoup de leçons à donner. Hein, on a un président de la République qui se fait photographier et truquer les photos pour faire croire qu'il est aussi musclé que Popeye, qui se ridiculise au plan mondial, qui a été amené au pouvoir par un coup d'État, il faut le dire, ça a été établi un coup d'État de communication médiatique, un coup d'État financier et un coup d'État judiciaire. Vous rappelez à chaque fois mon bouquin, merci Clémence, je l'explique comment ça s'est passé. Bien, j'ajoute que l'Occident, en 2000, personne n'a trouvé anormal que Monsieur George Bush, qui ensuite a déclenché la guerre en Irak, n'ait pas été élu. Il a été désigné par la Cour suprême parce que son frère avait bloqué le décompte des élections par des fraudes massives en Floride. Je prends cet exemple, on ne va pas revenir dessus. Hein. Donc, nous n'avons pas tellement de leçons à donner. Là, et je fais une deuxième remarque dans le même esprit, c'est que ce journaliste qui vient dire, j'ai vu, c'est tellement ridicule, une interview des jeunes, mais vous êtes jeune, vous êtes étudiant, vous avez la vie devant vous, mais vous votez quand même pour Vladimir Poutine qui mange les petits-enfants. Mais comment c'est possible? Comment pouvez-vous être russe et pas français comme tout le monde? Enfin, c'est grotesque, mais il oublie une chose, c'est que l'inverse, la réciproque, c'est-à-dire que des journalistes russes viennent en France faire ce genre de choses, c'est interdit. Hein, on a interdit les télévisions russes en France, elles n'ont pas le droit. En revanche, à Moscou, c'est possible. Oh, l'horrible dictature. Bon, sur le fond de cette élection, c'est un très grand pays. C'est pas pour moi, je ne la relie pas comme une élection dans une concurrence, un peu comme on le trouve à l'Ouest, hein, où on a des partis, on a des coteries, on a des clans qui se disputent l'accès au fauteuil de la République. Là, il s'agit d'un plébiscite. Il y a une guerre accepté par le peuple russe manifestement, qui est mobilisé, et on a cette élection présidentielle s'est transformée en plébiscite de Vladimir Poutine. Je ne sais pas ce que vaut ce score de 87%. Toutes les études d'opinion par les organismes indépendants, en général financés par l'Ouest, disent que son soutien est de l'ordre de 80-83%. 87% aux élections, c'est le plébiscite. Dans l'histoire de France, il y a eu des plébiscites. Quand le général de Gaulle revient au pouvoir par une opération qui s'apparençait, elle aussi, en 1958, à un coup d'État, il réforme la Constitution et il la soumet à référendum, un texte de 90 articles. Eh bien, à ce moment-là, vous pensez bien que personne ne l'a lu, mais on a voté oui à 82%. 84, pardon. On a approuvé quoi? La Constitution, personne ne la lisait. On a approuvé le général de Gaulle d'avoir sauvé la France de la guerre civile. Voilà. Aujourd'hui, on approuve et on mandate Vladimir Poutine pour mener le conflit tel qu'il se déroule. C'est ça. Alors après, bon, on va bien nous dire, je ne le reconnais pas, etc. Tout ça, c'est du théâtre. Au bout d'un moment, c'est un simulacre. Ces gens ne sont pas des journalistes, ce sont des militants. Et franchement, les écouter n'est pas très intéressant. Merci Régis. Alexandre Langlois. C'est intéressant quand même, on rigole bien quand même à les écouter, Régis. Oui, là C'est c'était quand quand même même ridicule. là, c'est Voilà. vrai que c'était un peu amusant quand même. On Mais sentait qu'il voulait nous faire vivre son inquiétude et son direct de reporter de guerre, quoi.
Il y a 2 points. Donc sûrement sur les reporters de guerre et les directs, BFM, comme beaucoup d'autres journalistes, était beaucoup plus crédible au moment des gilets jaunes, où ils se faisaient tirer dessus par la police, contrôlés, où il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été malheureusement blessés. Donc du coup, je veux dire, à partir de là, on peut se dire que ça se passe bien pour lui en Russie. Finalement, c'est la planque par rapport à ce qui peut se passer en France. Je rappelle d'ailleurs en France que pour pouvoir discuter, par exemple, sur une manif, il faut une accréditation du ministère de l'Intérieur. Si on n'est pas accrédité, on peut se faire tirer dessus, emmener, embarquer, tout ce qu'on veut. Voilà. Même, je pense qu'il y avait à l'époque un journaliste comme Rémi Buzine qui avait été très connu, qui suit toutes les Tout à fait. manifestations, quelles qu'elles soient, avait été embarqué par la police parce que il avait un masque pour se protéger dans le cadre de son travail. Donc voilà. Donc je pense qu'au niveau de la démocratie et au niveau surtout des leçons de journalisme et d'indépendance, la France n'a rien à donner et que les moments les plus terribles de BFM, quand ils ont été dans des directs, ont été faits en France finalement. L'autre chose, c'était le score de 80, plus de 80%. Peut-être que les opposants dans notre pays n'étaient pas très clairs. En France, nous avons eu Jacques Chirac élu à 82% en 2002. Donc aussi à ce côté, qu'est-ce qu'il y a en face de lui. Donc voilà. Et enfin, le vote électronique, ce qui est amusant, même sans aller chercher jusqu'aux États-Unis, faisons en France en fait. La France se bat pour mettre dans toutes ses institutions des votes électroniques. Oui. Moi, je l'ai vécu dans la police. Il y a eu la mise en place du vote électronique. Il y a eu des fraudes reconnues et assumées. Et après, la défense de notre beau ministère de l'Intérieur. Je rappelle que c'est important, le ministère de l'Intérieur, c'est celui qui contrôle toutes les élections en France. Donc, s'il y a de la fraude en interne, on peut imaginer comment c'est sur le reste des élections. Et ils avaient dit, oui, mais c'est minoritaire, donc c'est pas grave. Bon, et ben du coup, voilà où on en est. Bon, sachez donc qu'avant, quand il y avait les votes par correspondance, par courrier, ils bourraient les urnes en envoyant des sacs de courrier qui arrivaient de nulle part, donc c'était déjà fait. Et enfin, il y a déjà quelqu'un sur les élections, même sans le vote électronique. Donc en fait, c'est pas la façon dont on vote qui pose problème, c'est la façon dont on a confiance dans les gens qui contrôlent le procédure de vote. Et on avait eu, par exemple, pour l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, ou 2022, je ne sais plus laquelle, quelqu'un qui a fait un reportage, enfin ça marche pour les deux, en disant moi, si j'étais Emmanuel Macron, voilà ce que j'aurais fait pour frauder. J'aurais eu un score moyen à peu près sur tout le territoire. Et au moment des reports des votes, c'est-à-dire que en fait, les bureaux de vote reportent à un bureau central. Et si entre les deux, on peut gonfler les chiffres, le bureau central pourrait mettre les chiffres. Est-ce que quelqu'un a vérifié ça? Personne. Donc il a dit, je ne sais pas s'il y a eu fraude ou pas, mais si j'avais dû frauder, voilà comment j'aurais fait et voilà comment c'est possible sans même aucun vote électronique. Oui, on Je va voudrais faire revenir. une petite Oui, observation, allez-y. excusez-moi Clément, une petite observation justement sur le droit électoral. C'est assez terrible parce que la seule façon d'avoir un vote régulier, c'est le vieux système, une urne, hein, on vient, on vérifie son identité, on met le bulletin dans l'urne et au moment du dépouillement, il y a des gens de toutes les tendances qui observent. Il y a des observateurs du dépouillement qui participent au dépouillement. Hein. Sinon, tous les systèmes électroniques sont éminemment suspects, on le sait parfaitement. Donc, il faut garder ces procédures. C'est lourd, c'est lent, c'est pénible. Faut aller. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois. Il faut aller à la fermeture des bureaux, il faut participer, mais c'est le moyen d'avoir Bien sûr. un scrutin sincère. La notion juridique, c'est la sincérité du scrutin. Et donc, elle peut être mise en cause, mais il faut qu'il y ait des écarts de voix assez faibles. Parce que statistiquement, quelqu'un qui a 82 ou 87% des voix, il était plus que populaire. Le peuple russe a souhaité mandater Vladimir Poutine pour continuer ce qui est en train de se passer, et puis c'est tout. Alors, on change. Ouais, Juste pour rebondir, vas-y. pardon, sur Régis, pour rebondir sur le vieux système électoral, oui, avec toujours la faille de la centralisation de tous les votes. Oui, Oui, C'est-à-dire c'est qu'en vrai. fait, il y a le vote local, mais après, c'est centralisé. C'est là où la fraude peut se produire parce que personne ne vérifie le décompte de chaque petit bureau de vote qui est centralisé vers un bureau centralisateur qui est envoyé encore à un échelon dessus. Et c'est au moment des cascades de transmission de données que là, il n'y a plus de vérification. Oui, et d'ailleurs, moi, on va refaire, c'est ce que je voulais vous dire depuis tout à l'heure. On va refaire un sujet c'est sur. dur, hein. Oui, c'est ça. Sur les votes, sur le vote, la légitimité du vote et le vote électronique et le vote qui a cours en ce moment en France. Est-ce qu'il n'y a pas eu des fraudes électorales en France aussi? Il y a eu une personne à l'Assemblée nationale qui a pris la parole à ce sujet, qui a annoncé qu'elle avait fait recompter les votes de sa circonscription, un député, et que finalement, elle avait vu que pour tout ce qui était vote par procuration, eh bien, il y avait eu de larges fraudes. Et ça, on le voyait en effet que quand on faisait une démarche qui ne pouvait, dans les temps impartis, n'arriver qu'après la validation de la personne élue. Donc finalement, ça pose de vraies questions. Et il se trouve que là, c'était en la faveur d'Emmanuel Macron. Donc on reviendra là-dessus, on fera un vrai sujet fouillé parce qu'il y a vraiment quelque chose à aller regarder de ce côté-là. Continuons pardon, sur Emmanuel Macron.
et Emmanuel Macron qui était à Marseille pour annoncer sa fameuse opération qu'il avait déjà annoncée depuis longtemps, hein. Opération Place Nette, même XXL comme il dit, donc qui a commencé dans les Bouches-du-Rhône, vous le savez, contre les trafics de drogue. Une opération d'envergure, nous dit-on, qui doit durer plusieurs semaines avec 900 policiers, des gendarmes, des douaniers, notamment à Marseille pour commencer, et dans les quartiers nord en particulier. Écoutez l'annonce d'Emmanuel Macron. Vous avez près de 900 forces de police, de gendarmerie et de douaniers qui sont déployées depuis hier sur Marseille et qui pendant des semaines vont justement pilonner le territoire pour lutter contre ces dealers, ces trafiquants, ces réseaux de criminalité, ces tueurs, ces trafiquants de voitures, parce que ce sont tous ces trafics qui sont liés et qui sont au cœur des affaires qui ont été identifiées. Donc pendant plusieurs semaines, nous irons ainsi au travail et au contact. Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations, une soixantaine de gardes à vue, avec justement des personnes qui étaient visées, qui sont, on le sait, des criminels très dangereux et des gens qui nourrissaient la délinquance marseillaise. Et donc c'est ce travail qu'on va poursuivre. On va le poursuivre pendant plusieurs semaines à Marseille. On va aussi ensuite le lancer dans une dizaine de villes. Voilà, une dizaine de villes qui vont suivre derrière. Alors ça, c'est la version jolie et rose d'Emmanuel Macron. Et puis, il y en a une autre qui a été donnée par une personne interviewée par France Info, qui est un prisonnier, qui est encore en prison en ce moment, donc trafiquant de drogue, qui répond, donc en anonyme évidemment, sa voix a été modifiée, à cette opération Place Nette. Écoutez ça, c'est assez intéressant. Ça nous fait rire. On a tous rigolé derrière la télé. Tous les prisonniers, on a bien rigolé. C'est pour les médias, je pense. C'est pour montrer qu'ils sont présents, qu'ils font leur travail. Et ça change pas grand-chose. Ouais, certes, on perd peut-être 10 jours, 20 jours, allez, un mois, mais 30 000 euros par jour. Allez, équivalent à 7 fois 3, 200 000, 300 000 euros la semaine. Quand il y a CRS et fermeture, personne ne travaille. On va dire que les clients, il y a personne qui est positionné. Enfin, c'est fermeture, quoi. C'est week-end, c'est vacances. Après, quand il y a que des petites patrouilles, etc., il y a un guetteur et tout va bien, quoi. Il nous prévient à l'arrivée. Il faut un petit tour, c'est quoi? C'est 15-20 minutes et après ils repartent. C'est avec un peu de chance, ils attrapent le petit charbonneur ou celui qui a la sacoche ou voilà, quoi, rien de plus. Voilà, vous avez entendu. Donc, je ne sais pas si c'était très clair à l'oreille, hein, mais il explique, voilà, quand il y a des grosses opérations comme ça, bon, d'abord, ça nous fait rire. Bon, bah, dans ce cas-là, s'il y a des grosses opérations, c'est week-end, c'est vacances. Et en revanche, quand ça retourne un petit peu dans le système classique et qu'on a des petites patrouilles, bon, bah, pour ça, on a un guetteur, tout va bien, et il nous prévient à l'arrivée. Évidemment, là, je me tourne vers vous, Alexandre Langlois. Bah, effectivement, c'est vrai. Et puis même, ils avaient interrogé les gens du quartier. C'était intéressant, BFM. Il y avait quelqu'un qui avait dit c'est 50% d'électoralisme. Et puis après, il réfléchissait. Il fait non, c'est 100% de l'électoralisme. Donc tout le monde en arrive à la même conclusion. Même les médias mainstream n'arrivent plus à cacher le grotesque de la situation. Et dans les faits, effectivement, toutes ces personnes ont raison. Si on voulait vraiment assurer la sécurité, ce serait le déploiement quotidien et habituel qu'on devrait avoir. Si on le met juste ponctuel, c'est pour amuser les caméras. Même ça va plus loin. Je donne l'anecdote qui m'avait beaucoup marqué d'un collègue CRS qui était justement il y a quelques années sur une opération coup de poing. Quelqu'un était venu le voir. Quelqu'un qui lui a dit écoutez, monsieur le CRS, vous êtes là jusqu'à quand? Comment ça, vous êtes là jusqu'à quand? Non, mais est-ce que nous, on ne veut pas que vous soyez embêtés pendant votre séjour chez nous? Vous savez, vous nous dites jusqu'à temps que vous êtes là, nous on sera tranquille, mais vous faites quoi? Je ne peux pas vous en dire plus, je ne veux pas vous embêter avec ça, mais dites-nous jusqu'à quand vous êtes là et nous, pendant ce temps-là, on vous promet, on ne vous embête pas pendant votre séjour. Donc voilà, donc je veux dire, il n'y a même plus ce côté de se dire on va faire les choses, non, c'est juste, ils sont conscients qu'ils vont perdre un peu de chiffre d'affaires, voilà. L'autre chose aussi intéressante qui a été montrée dans d'autres reportages, c'est les menaces des dealers et de tous les trafiquants qu'on dit si jamais il y en a qui parlent, on va vous faire la peau, on va vous retrouver. Pour l'avoir vécu dans mon travail, effectivement, une fois des informateurs, là c'était en plus une guerre des polices où un service voulait arriver avant l'autre et finalement a fait capoter une opération. Résultat des courses, les dealers avaient fait brûler un immeuble en disant on sait que c'est des gens de cet immeuble-là qui nous ont balancé, on ne sait pas qui, on crame l'immeuble. Et après, l'État, bien évidemment, n'avait pas été là à la rescousse et à la hauteur pour aider ces gens. Et après, on s'étonne que les gens ne veulent plus parler et venir témoigner parce que l'État les abandonne également derrière. Donc, en fait, on est sur une grosse opération de communication et avec aussi quelque chose d'important dans le discours d'Emmanuel Macron. Je pense que Régis reviendra dessus, c'est la présomption d'innocence. Il a dit on a arrêté des gens qu'on savait coupables. Oui. C'est-à-dire que si vous les saviez coupables, ils auraient déjà dû être présentés devant la justice depuis longtemps. Oui. Sinon, ça ne marche pas. Et après, pareil, se gargariser du nombre d'interpellations et du nombre de gardes à vue.
alors qu'on sait bien qu'en Macronie, ça, c'est des chiffres pour écarter les gens de la voie publique, très bien, et qu'après, la justice fait son travail, et que des fois, on a ramassé tout et n'importe quoi, justement pour gonfler les chiffres au moment de l'intervention du politique. Bon, c'était arrivé notamment sur des manifs, et Mediapart avait débunké le truc derrière, mais voilà, donc on est toujours sur du paraître, de la communication, et au final, dernière chose, qui peut être aussi dangereux pour les policiers, parce que c'est arrivé dans une autre opération coup de poing, les trafiquants du coin s'étaient vengés. A posteriori, ils se sont dit là, on ne peut pas se venger, vous êtes trop nombreux. Maintenant, vous nous avez cassé les pieds, on attaque un commissariat. Tant bien, on parlera d'attaque de commissariat par la suite, mais ils avaient attaqué les policiers carrément dans leur commissariat en disant voilà, la prochaine fois que vous jouez le jeu de l'opération coup de poing, nous, on peut faire on peut se venger juste derrière, et nous, on peut aussi faire des opérations coup de poing en répression, parce que vous ne serez pas déployés de façon effective à 100% du temps. Donc, en fait, finalement, cette opération, à part le ridicule de la situation et le matu vu d'Emmanuel Macron, c'est que voilà ce qu'il faudra en permanence pour assurer la sécurité des Français tout le temps sur le territoire. Et voilà ce qu'il n'y a justement que pendant un mois, ce qui est un échec complet et un désaveu complet. Voilà, donc ça fait rire les gens en prison, ça fait rire les délinquants qui perdent un peu d'argent mais qui prennent des vacances. Et surtout, ça met en danger à la fois la population et parfois aussi les policiers. Oui, en plus, ce qui est quand même inquiétant également. Régis. Oh ben, qu'est-ce que j'entends? Alexandre nous dit que celui qui va attaquer la Russie avec 2000 hommes à Odessa, celui qui est un chef de guerre, photoshopé, n'est pas capable de contrôler le territoire de la République. Mais non, je ne le crois pas, Alexandre. Je ne crois pas que Emmanuel Macron fasse du théâtre, se moque du monde, et que une fois qu'il aura tourné le dos, que les caméras sont parties, le trafic qui gangrène ce pays se poursuivra. Je le rappelle à cette occasion quand même que cette gangrène de la drogue est au plus haut niveau de l'État. Il y a beaucoup de bruit qui court, y compris sur Emmanuel Macron, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a des parlementaires qui ont été pris les mains dans la confiture, et quand vous discutez, n'est-ce pas Alexandre, avec certains policiers, ils vous disent qu'il y a eu une ubérisation de la fourniture, et que les quartiers UP du centre de Paris ont leur réseau d'approvisionnement. Hein, donc, c'est très triste finalement pour la France d'accepter qu'on lui présente ces pantalonnades comme des solutions. Ouais. Et juste pour rebondir sur Non, ce que disait Régis, sur justement PlaceNet, on avait déjà évoqué, mais ce serait bien PlaceNet au Sénat, à l'Assemblée nationale, voire à l'Élysée, parce qu'on nous dit que la drogue, c'est dangereux. Effectivement, c'est dangereux, ça détruit la santé, etc. De conduire sous stupéfiant est très grave. Mais conduire un pays sous stupéfiant, je pense qu'il faudrait peut-être des tests et vérifier, notamment au niveau du Sénat et des députés, déjà, ce qu'on a la preuve que là-bas, que ça circule, voire après, peut-être à d'autres niveaux de l'État, peut-être enlever des rumeurs, comme quoi notre leader suprême pourrait prendre de la coke. Mais du coup, à partir de là, ce serait intéressant que ces décisions soient verrouillées. Parce que si les gens sont stupéfiants, je veux dire, les décisions ne sont plus justement sincères, honnêtes, etc. Donc, ça pourrait être intéressant d'aller offrir des places nettes aussi dans les gens qui nous dirigent. Tout à fait. Alors, vous avez abordé plusieurs sujets qu'on va pouvoir tirer avec d'autres actualités également. Hein. On a parlé évidemment de ces personnes qui auraient pu être déjà en prison, mais qui sont interpellées seulement maintenant, de la justice peut-être un petit peu trop laxiste. Eh bien, François Molins est revenu dessus, l'ancien magistrat, sur CNews. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, peut-être revenir sur ce qui s'est passé. Là, on parlait de la mise en danger des policiers au commissariat de la Courneuve, vous savez, en Seine-Saint-Denis, qui a été ciblé dimanche dernier. Je pense que beaucoup de vous, de ceux qui nous écoutent, ont vu ces images de tirs de mortier, d'artifices, de projectiles qui ont été tirés de façon très violente contre ce commissariat. Et cela est arrivé donc 4 jours après la mort d'un jeune qui était dans la ville, délinquant, hein, je précise, lors d'une course-poursuite avec la police. Et évidemment que le gouvernement... le ministère de l'Intérieur a immédiatement fait le lien avec l'affaire Naël et s'est dit surtout ne pas embraser de nouveau la France. Je vous fais écouter le sonore du préfet Laurent Nunez qui, lui, a voulu montrer sa fermeté le 18 mars. Regardez, écoutez ça. Évidemment, nous allons sécuriser le commissariat de la Courneuve, la ville de la Courneuve dans les heures et les jours qui viennent. D'ores et déjà, d'ailleurs, un escadron de gendarmerie mobile est présent sur la commune. Puis, il sera relevé par 2 unités mobiles des compagnies républicaines de sécurité. Donc, je déploie évidemment, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur, un très gros dispositif sur la Courneuve. Hier soir, force est restée à la loi. Nous avons été très réactifs
et nous avons su juguler très rapidement cette tentative, cette attaque contre le commissariat de la Courneuve. Évidemment, nous allons poursuivre la sécurisation dans les heures et les jours qui viennent avec la même fermeté. Je crois que force doit rester à la loi. Alors, force doit rester à la loi, force est restée à la loi, c'est vraiment le mot du jour, hein, si on parle d'éléments de langage, peut-être aussi, je ne sais pas. Peut-être là-dessus également, Alexandre Langlois, on va commencer par vous. Bah, c'est triste, en fait. C'est encore un aveu d'échec, parce que quand on est rendu à devoir sécuriser un commissariat, je veux dire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que pendant qu'on sécurise un commissariat et qu'on est en train d'en faire un bunker, une forteresse, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, les policiers ne sont pas dehors à assurer la sécurité de tous. Ça avait déjà fait, il y a une des journaux il y a quelques années où à Marseille, des commissariats avaient été attaqués. On a dit on va protéger les policiers. Mais si on est rendu là, ça veut dire qu'une fois de plus, le rôle n'est pas rempli. Là, on n'est plus qu'à remplir le rôle de on protège la petite cour qui nous dirige, mais plus du tout la mission principale de justement protéger les citoyens sur tout le territoire pour pouvoir circuler normalement. L'autre chose, il va y avoir un renfort. Une fois de plus, ça ne fait que mettre en lumière ce qu'on disait précédemment, c'est qu'il manque d'effectifs partout pour que ça soit efficace. Donc, une fois de plus, on va mettre des renforts ponctuellement, ça va durer le temps que ça va durer, et juste après, tout va revenir comme avant, pendant que M. Nunez et tous ses amis retourneront se cacher dans leur bureau. Je rappelle où ils ont des gardes statiques à ne plus savoir qu'en faire, pendant qu'il y a des commissariats qui manquent de personnel. Voilà, donc les exemples vont être nombreux. Moi, j'avais vécu la construction du commissariat de Trappes qui avait été attaqué pendant qu'il est en construction, ils avaient dû le reconstruire barricadé. Je repense à ce qui s'était passé à Virèche-Étaillon, on avait utilisé des policiers pour surveiller une caméra de surveillance. Enfin, je veux dire, on est sur quelque chose de complètement qui avait quand même abouti à des voitures brûlées, des policiers brûlés vifs dans leur voiture. Donc, c'est des choses à chaque fois très graves qui arrivent pendant que nous avons des gens qui ne savent pas diriger ce pays. Donc, il y a des choses, ils mettent des endroits, ils mettent des effectifs humains pour surveiller leurs bâtiments parce que c'est beau, c'est joli. Alors que là, on pourrait mettre très utilement des caméras de surveillance et dans des endroits où justement ça nécessite de la présence humaine, il n'y a plus personne. Et après, si on veut vraiment rétablir les choses, moi j'avais travaillé avec des collègues qui travaillaient à l'époque à la BAC 93, sur le 93, donc un département assez difficile, ou des endroits comme ça, ils disaient, en fait, il faut que la peur change de camp et qu'ils viennent vraiment du côté des délinquants. On ne peut pas déployer des policiers partout, tout le temps, sur tout le territoire. Par contre, on peut avoir des opérations mobiles rapides pour nous venir en renfort. Ils disaient, au début, nous, on circulait en provoquant, en sachant où on était. Les gens nous tombaient dessus, c'était dans les années 80, et à ce moment-là, par contre, dès que quelqu'un voulait nous tomber dessus, il y avait directement 100 policiers en renfort qui débarquaient. On le fait une fois, deux fois, trois fois, et après, ils ne savent plus si on va avoir les renforts ou pas. Donc, ils ne veulent plus prendre le risque. Ils se disent, à part égale, une chance sur deux, même une chance sur deux, on ne prend pas le risque. Là, on est aujourd'hui sur une stratégie complètement différente, la stratégie de l'autruche, de se cacher, de faire du petit chiffre, parce qu'on ne veut pas surtout démanteler les trafics, on ne veut pas aller derrière plus loin. Donc, effectivement, tant qu'on sera géré par des statistiques, des gens qui pensent que leur protection est plus importante, on arrive à des déclarations comme M. Nunez, qui, je pense, n'a jamais fait un tour en dehors de tous ces gardes du corps dans ces zones de non-droit, en fait, qui sont des zones de non-droit, alors que la devise de la République est de pouvoir circuler librement sur tout le territoire en sécurité. Oui, mais justement, ce que vous dites, il faut que la peur change de camp, mais comme vous dites, est-ce qu'ils veulent vraiment que la peur change de camp? Parce que si la peur changeait de camp, on aurait de nouveau un embrasement style affaire Naël, style 2005, etc. Et c'est ce que craignent, en fait, on le sait très bien, dans les hauts lieux du pouvoir, tout le monde craint ces embrasements qui sont qui sont très mauvais pour la communication et l'image du gouvernement. Justement, merci Clémence, j'ai oublié de revenir sur ce point, mais qui est aussi également très important et crucial, c'est qu'une fois de plus, plutôt qu'aussi de faire le ménage au sein de la police nationale, il peut y avoir des drames. À chaque fois, il y a des fois des gens qui peuvent mourir. Ça peut être dans un cadre légal ou parfaitement illégal. Mais si on avait confiance dans la transparence des gens qui contrôlent la police nationale, on n'en serait pas à des embrasements, en tous les cas des justifications d'embrasement. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas emmener toute la population avec eux en disant « Allez, vous nous soutenez, vous avez vu ce que font les policiers ». Et en plus, derrière, ils sont gérés par un organe interne, l'IGPN, qui s'autocontrôle avec des gens qui sont nommés par le ministre pour protéger l'institution contre tout ce qu'il peut y avoir. Je rappelle au mouvement des Gilets jaunes, la directrice de l'IGPN rigolait quand on lui avait dit que toutes les affaires avaient été classées. Elle avait dit oui, il y en a 2 qui sont passées. Donc en fait, à partir de là, s'il n'y a plus cette transparence et cette confiance, ça pose problème. Je l'ai vécu, moi, dans les Yvelines, quand j'étais encore au RG. Il y a eu un moment, un endroit, c'était dans le nord des Yvelines, je ne sais plus où, ils avaient brûlé un lieu culturel. Et en fait, les gens dans les quartiers, quand on les interrogeait, disaient on a plus peur de la police que des délinquants, parce qu'ils se prennent pour des cow-boys, ils font n'importe quoi. Et plutôt que de régler le problème de cette minorité de policiers, on laissait faire. Et ce qui veut dire que les gens qui, a priori, n'avaient rien contre la police au début, avaient laissé faire et s'étaient rangés du côté des délinquants. Du coup, remettons de cette transparence, réveillons une police qui soit propre, nickel, parce qu'il y a quelques brigadeuses qui sont encouragées, et justement, inversons les choses. Et à partir de là, il n'y aura plus cet effet général de meute où les gens soutiennent des gens qui n'auraient jamais soutenu en temps normal. Oui. Donc, ça fait point 1. Et point 2,
pour les gens qui veulent aider la police, comme on a pu le voir sur le sujet précédent, qu'on ne les abandonne pas après aux délinquants et aux criminels parce qu'on a dit vous nous avez aidés, maintenant ils vont se venger sur vous, c'est plus notre problème. Donc en fait, il y a 2 volets à faire pour redonner cette confiance. Et dernier point, effectivement, quand la réponse du préfet de police c'est on va barricader le commissariat plutôt qu'on va patrouiller et assurer la sécurité de tous, ça donne pas envie d'aller aider la police. On se dit on revient à un système de la pègre locale qui aide les gens, en fait, qui peut, regarder le film du Parrain. Oui, moi je trouve que vous êtes très dur avec la police, alors qu'il y a beaucoup. La police, non, les gens qui dirigent la police. Oui. Les gens les policiers sur le terrain sont complètement démunis. Je pense qu'ils préféraient largement aller arrêter et démanteler des trafics plutôt et assurer la population plutôt que de remplir des statistiques, plutôt que d'aller faire le guignol à faire des sécurisations dès qu'un politique se déplace. Parce que quand ils sont allés à Marseille, Emmanuel Macron, ou quand Laurent Nunez se déplace à la Courneuve, ça mobilise un dispositif énorme de policiers. Les gens ont vraiment d'autres choses à faire que derrière des ronds-points pour que monsieur ou madame puisse circuler tranquillement. Si la sécurité est assurée tout le temps, il n'y aurait pas besoin de faire ça. Donc je suis dur envers les gens qui dirigent la police, qui sont pour moi des incompétents notoires et qui derrière les policiers ne peuvent pas faire réellement leur travail. On a pu en discuter l'autre jour, les policiers estiment qu'ils ne doivent pas respecter la loi pour être performants dans leur travail. Que font nos élus pour changer la loi? Absolument rien. Par contre, derrière, quand il s'agit de lâcher un policier, ils sont tous là. Donc en fait, une fois de plus, c'est un problème politique et la police est entre le marteau et l'enclume et c'est eux qui prennent les coups à chaque fois pour que des gens puissent discuter. Et l'embrasement, au bout d'un moment, il faut se dire que si tout avait été fait, les délinquants pourraient être en prison. Est-ce que ça amuse les policiers de se dire que non, on ne peut pas arrêter les délinquants parce que derrière il y a des calculs politiques? Non. Parce que est-ce que les policiers critiquent l'IGPN? Oui. Donc il y a des choses qui peuvent être faites en commun avec la population. Les seuls qui ne veulent pas, c'est le troisième parti, nos politiques, qui sont très contents de cette situation. Régis. Alors à chaque fois, j'aime bien écouter Alexandre parce que quand on voit ce qui se passe, pardon, la symbolique de la Courneuve, c'est de la guerre civile. On attaque un commissariat, excusez du peu, c'est-à-dire le lieu où l'État doit contrôler et assurer la sécurité du territoire. Donc, c'est véritablement terrible. Et à chaque fois, Alexandre nous explique qu'il y a des solutions. C'est un déficit de volonté politique et de moyens. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire que c'est l'allocation des ressources. Dans un système néolibéral financiarisé, on est plus intéressé de donner des milliards à McKinsey ou à l'Ukraine que de s'occuper des Français. Donc, mais avec Alexandre, on en envoie quand même de l'argent avec tous nos impôts. Ça va bien quelque part. Bien sûr, on a des prélèvements obligatoires extrêmement importants. Donc, non, mais il y a donc des solutions, ou en tout cas, il y aurait des thérapies pour une société et pour un pays malade. C'est ça que je constate. Et hélas, Alexandre a raison. Les élus sont occupés à autre chose. Quant au pouvoir, il colmate, il fait des opérations comme celle de Marseille. Parce qu'à la lumière de ce dont on vient de parler concernant la Courneuve, on voit bien, et avec les explications d'Alexandre, on voit bien le caractère assez obscène finalement de cette séquence marseillaise. C'était véritablement pour mettre le kéké en scène, quoi. En scène S-C-E-E-N-E, pas en scène S-E-I-N-E. Non. Non, mais attendez, moi j'ai du mal. J'ai du mal à suivre ce théâtre est finalement assez insupportable. Alors, je vous garde, Régis de Castelnau. On va parler désormais justement de cette justice trop laxiste. Est-ce que c'est aussi une des parts du problème, on va dire, ou pas, sur les problèmes de la drogue, sur les problèmes de la Courneuve? À chaque fois aussi, on se dit peut-être que la police, elle, fait son travail, mais que derrière, si la justice ne suit pas, on connaît l'éternel problème, eh bien, ça recommence à zéro. Je vous propose d'écouter François Molins qui était sur CNews. La justice, en réalité, fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils sont largement insuffisants, même s'il y a des efforts très importants qui ont été faits grâce à notre ministre au gouverneur depuis quelques mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice n'est pas laxiste. On l'a vu dans le cadre du comité des États généraux. La moyenne des peines d'emprisonnement prononcées au cours de ces dernières années a augmenté de 2 mois et demi. Il n'y a jamais autant de monde en prison. Moi, je pense très, très intimement que le plus gros problème dont on souffre aujourd'hui en termes d'efficacité de la justice pénale, c'est l'exemplarité. Pourquoi l'exemplarité? Parce qu'on vit dans un pays dans lequel les peines sont mises à exécution beaucoup trop tardivement par rapport à leur prononcé. Et une peine mise à exécution trop tard par rapport à la date du jugement, elle perd en exemplarité, elle perd en efficacité.
Ça, c'était pas tout à fait notre jingle. Alors, vous l'avez entendu, finalement, les peines de prison, les peines en général sont là. La justice n'est pas laxiste. En revanche, un problème d'exemplarité et de célérité de la justice, c'est ce qu'il dit. Régis. Un petit sourire d'entendre François Molins rendre hommage à Éric Dupond-Moretti après l'avoir poursuivi de sa vindicte. Hein. On connaît l'histoire, c'est que Molins était persuadé qu'il serait garde des Sceaux, et en fait, on a choisi, Société du spectacle oblige, on a choisi Dupond-Moretti. Bon, donc, il a raison en partie. François Molins, il a raison en partie, c'est la question des moyens. On a des justices les plus pauvres d'Europe. C'est un scandale sans nom. Sans nom, c'est véritablement une déshérence pour voir dans quel état, même matériel, sont désormais les tribunaux. Bon, ça c'est une première donnée, c'est tout à fait exact. Le problème du laxisme, il y a un laxisme, mais il a deux facettes, ce laxisme. Le premier, c'est le déficit de moyens. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peines qui ne sont pas exécutées. Il y a beaucoup de peines qui sont mises en exécution trop tard. En fait, c'est pas dans la justice, c'est dans la mise en exécution pour faire oui, mais c'est la justice qui doit faire le boulot. Hein. Oui, mais c'est ce que le je veux dire, procureur c'est peut-être la nuance que n'a pas bien explicité François Molins. Non, c'est l'autre aspect qui relève du déni. Les peines ne sont pas exécutées aussi parce que c'est sous la responsabilité de la justice. L'administration pénitentiaire dépend du ministère de la Justice. Et par conséquent, l'exemplarité, la sanction immédiate, etc., tout ça n'existe pas. Ça prend des mois et des mois. Et après, faute de place, faute de moyens, on ne va pas faire preuve d'une grande célérité, ce qui fait qu'on arrive devant un tribunal avec 13 condamnations à son casier judiciaire, dont aucune n'a reçu un commencement d'exécution. Ça, c'est le premier point. Mais il y a le deuxième point. Il y a un laxisme politique. Attendez, tout à l'heure, on a parlé de ce journaliste à Moscou. Il sort tout armé des écoles de journalisme. Il est abonné à Libération et à Télérama. Hein. Il a une idéologie, on le voyait bien, il a une idéologie qui est celle de la petite bourgeoisie wokiste. La magistrature n'échappe pas à ce phénomène. Elle n'échappe pas à ce phénomène. Oui, il y a une culture de l'excuse. Oui, il y a une volonté de ne pas réprimer. Hein, et on a abouti. Moi, j'ai 10 exemples. On en a déjà parlé sur ce plateau. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais 10 exemples, 20 exemples où le parquet refuse de poursuivre, il n'a pas le temps, ou bien de décisions de fond qui sont extrêmement indulgentes. Attention, c'est à géométrie variable. Hein. C'est-à-dire que dans l'affaire de Romans-sur-Isère, les droitards qui avaient été faire les guignols, eux, ils se sont fait défoncer. En revanche, dans les quartiers, si vous allez à Bobigny, il faut voir qui vient aussi, qui sollicite d'être nommé à Bobigny, des magistrats qui sortent de l'école, évidemment, ils véhiculent avec eux une idéologie politique. Je prends mes responsabilités en le disant. Il y a une culture de l'excuse et ça aboutit à quelque chose de terrible, c'est que la délinquance de la, entre guillemets, racaille, celle qui pourrit la vie des gens qui sont à peine moins pauvres que les délinquants. Hein, celle-là, elle a été dépénalisée. Le cambriolage n'est plus poursuivi. Les pickpockets, n'en parlons pas. Est-ce que vous avez vu la séquence extraordinaire dans le métro, dans le métro où des gens qui poursuivaient les pickpockets roumains, c'est la justice qui ne fait pas son boulot et qui ne sanctionne pas durement ce qui devrait l'être. Allez, le mot de la fin pour vous, Alexandre Langlois. 1 minute. Effectivement, le manque de moyens, ça c'est très clair. Je rappelle qu'en France, ça peut prendre plusieurs années pour une procédure. Danemark, à peine quelques mois. Donc déjà ça. Donc concomitance en moment entre le crime ou le délit commis et la peine, ce qui veut dire qu'on peut arriver aussi à des décisions de justice. Au bout de 6 ans de procédure, la personne s'est réhabilitée, elle a fait autre chose, on ne va pas la condamner. Donc effectivement, il y a un sérieux manque de moyens et de concomitance entre le moment où la peine est prononcée et les faits qui ont été commis. L'autre chose aussi, c'est une justice politique, parce que la justice est laxiste, oui, mais ça dépend contre qui. On a pu voir tous les mouvements expéditifs sur les gilets jaunes, on a pu voir aussi les incohérences politiques qu'il y a pu avoir pendant le Covid. Le Covid, on avait remis en liberté des gens qui étaient en prison en disant il y a des gens qui sont en prison, ça va être dangereux le surconfinement, et en même temps, on envoyait en prison des gens pour non-respect du port du masque ou sortie illégale pour du respect du couvre-feu. Donc en fait, on a une utilisation complètement politique de ce système judiciaire qui fait n'importe quoi. Là, pour le coup, c'était tellement aberrant qu'on enlevait des gens pour en remettre d'autres. Bon, voilà. Donc il y a ce côté-là. L'autre côté également,
également, c'est que la justice, derrière, les procureurs sont aux ordres de l'exécutif. Donc, c'est eux qui orientent aussi les débats. Les juges vont avoir le dernier mot, mais n'empêche que c'est orienté. Et on voit également que la justice peut être différente. Moi, j'aime beaucoup quand même les cours d'assises qui donnent, même si on sait que tout n'est pas parfait, Régis, on aura sans doute un jour un débat sur ce sujet, mais en tous les cas, les décisions sont plus en attente de ce que pensent les gens. Et enfin, dernier point, on en revient, comme pour les policiers, la loi, le cadre de la loi. C'est que la loi permet à des juges de prendre des décisions complètement iniques. Des gens qui se défendent chez eux contre un cambrioleur, c'est eux qui vont être enquêtés par la justice. Donc, comment on laisse des lois pareilles quand des gens sont en train de squatter chez vous? La loi donne à la justice les possibilités de vous accuser d'être un salaud de propriétaire qui ne laisse pas les gens squatter chez lui. Donc, en fait, à partir de là, une fois de plus, il y a un problème politique derrière de laisser en état des lois qui permettent aux juges de prendre des décisions complètement aberrantes. Allez, je vous nomme tous les deux dans mon gouvernement, mais ça, c'est pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Et on est 4000 en direct, et ça, c'est grâce à vous aussi. Merci infiniment. Alors, quand on est très nombreux comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On met des pouces aussi sur